Kemper y est enfermé. Celui qui a assassiné ses grands-parents à l'âge de 15 ans est maintenant âgé de 21 ans. Aucun incident n'a émaillé son séjour. Ed paraît tout à fait assagi. Le 30 juin 1969, les autorités décident de mettre Kemper en liberté surveillée. Mais les psychiatres ont détecté un vrai problème relationnel entre Edmund et sa mère. Les psychiatres de l'hôpital ont recommandé que les contacts avec sa mère soient limités. Ils n'ont pas préconisé qu'il n'y ait aucun contact. Ils ont préconisé des contacts limités. Ils avaient détecté dans ses antécédents de vrais problèmes avec sa mère. 3 mois plus tard, la California News Authority, qui gère son cas, prend une décision qui va à l'encontre des psychiatres qui l'ont suivi. Elle le place chez sa mère, qui est revenue s'installer à Santa Cruz, en Californie, où elle travaille à l'université. L'erreur sera fatale. À cette époque, Kemper cumule les petits boulots. Dans le même temps, il commence à fréquenter un bar de Santa Cruz. C'est le repère des policiers de la ville qui viennent s'y détendre le soir autour d'un verre. À l'époque, Jim Conner est un de ceux-là. Il est alors un de ces policiers qui patrouillent en ville au volant de leur voiture pour assurer la sécurité des habitants. Beaucoup d'officiers de police et d'adjoints connaissaient Ed à cette époque. Et lui savait qu'on venait ici prendre une bière après le travail. Il se joignait à nous de temps en temps. Kemper est donc devenu un intime des policiers de la ville. C'est à ce moment-là qu'il va rôder son mode opératoire avant de basculer irrésistiblement dans l'horreur. Sa cible, les étudiantes qui font de l'autostop. Pourquoi ? Parce que ma mère travaillait à l'université. Ma mère et ces jeunes femmes de la middle class étaient à l'université et moi, j'étais comme mon père. Je n'étais pas à la hauteur de ces jeunes femmes. Elles étaient trop bien pour moi. Je me sentais rejeté. Elles représentaient tout ce que je voulais détruire. Comme tous les tueurs en série, Kemper va d'abord imaginer et rôder son mode opératoire. Pendant 3 ans, il va le mettre au point et prendre près de 300 autostoppeuses à bord de sa voiture entre Santa Cruz et San Francisco. J'avais mis au point un jeu. Je roulais et je prenais des gens qui faisaient de l'autostop. J'ai constaté que certaines personnes ne voulaient pas monter dans ma voiture parce que un jeune homme seul au volant, c'est pas très rassurant. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi ? Et j'ai voulu voir si je pouvais changer ça. Faire monter les personnes qui ne voulaient pas et les emmener où elles voulaient. Parce que je savais que je ne leur ferais rien. Alors j'ai réfléchi. En fait, tout dépend de l'image que vous donnez. Si vous êtes surexcité, oh génial, des autostoppeuses là-bas, dans ce cas-là, évidemment, personne ne montera dans votre voiture. En revanche, si vous regardez votre montre avec un air pressé, je n'ai pas de temps à perdre, vous regardez dans votre rétroviseur, vous vous arrêtez, ce type est un businessman, aucun risque, on peut monter. J'ai donc joué à ce petit jeu et elles sont montées dans ma voiture. Mais à ce moment-là, j'imaginais pas du tout tuer des gens. C'est plus tard, quand j'ai commencé à tuer des gens, que je me suis servi de cette technique. Un jour de mai 1972, le 7 mai précisément, Kemper passe à l'acte. Ce jour-là, 2 étudiantes de 18 ans, Marianne Pêche et Anita Luchessa, font du stop sur la route qui va de Berkeley à l'université de Stanford. Kemper va déployer tous ses talents pour les faire monter dans sa voiture. Pêche ne voulait pas monter. L'autre fille, Anita Luchessa, elle, n'avait aucune expérience de l'autostop. Qui monte à l'avant, qui monte à l'arrière. Elle a ouvert la porte et m'a demandé si j'étais OK. Elle m'a dit Stanford. J'ai répondu, je vais à Palo Alto, je peux vous déposer. Super! Elle a ouvert la porte, elle a rabattu le siège avant pour que son amie monte à l'arrière, mais l'autre se méfiait, elle ne cessait de me fixer avec un air très sérieux. Elle savait qu'elle ne voulait pas monter, tout était réuni. Un homme seul, dans une voiture coupée, et non pas une 4 portes, sans autre moyen pour sortir que de passer par la portière avant. Elle n'aurait pas dû monter dans cette situation, toutes les mauvaises conditions étaient réunies. Mais comme j'ai regardé ma montre quand je suis arrivé, ai-je vraiment le temps de les emmener? Elle a fini par se dire, ce type n'est vraiment pas dangereux. Et elle est montée. Mickey Aluffi est l'un des policiers enquêteurs de Santa Cruz qui plus tard arrêteront Kemper.
Quand il prenait des autostoppeuses, elles montaient par la portière passager et il leur disait « Je pense que la portière est mal fermée ». Il rouvrait la portière et la claquait de nouveau. Mais le type de voiture qu'il avait possédait un système de verrouillage sous la poignée. Et quand il fermait la porte, il bloquait le loquet et personne ne pouvait alors plus sortir par cette portière. Elle ne pouvait plus actionner la poignée. Et quand c'était fait, il me disait « Maintenant, elles m'appartiennent ». Kemper tuera les 2 étudiantes à coups de couteau avant de les décapiter et de se débarrasser des corps qu'il enterre dans les collines qui surplombent Santa Cruz, non sans avoir violé les corps auparavant. Oui, il se peut qu'avec ce type d'explication où il agresse des jeunes femmes qu'il a pris en stop parce qu'elles représentent la middle class américaine, les étudiantes plutôt bien des USA, venant du campus, au travail de sa mère, il se peut que c'est une représentation de vengeance maternelle importante. Mais je crois que derrière ça, il y a autre chose aussi. Ed Kemper, depuis longtemps déjà, a nourri, a fantasmé sur l'idée d'agresser des jeunes femmes, parce qu'il était un peu un échec sentimental, un échec relationnel par rapport aux femmes en général. Là aussi, se sentait en quelque sorte rejeté, et il a développé cette idée donc de les forcer, de les agresser et de les tuer, et ça a pris une valeur mentale, morale et érotique importante pour lui. Et je crois qu'il y a aussi cette dimension-là qui est très importante et qui l'a poussé à récidiver. Et le fait qu'il se soit habitué à prendre des gens en stop, qu'il ait en quelque sorte rodé une technique, rodé en mode opératoire, qu'il a banalisé avec des conduites très sophistiquées où pour les mettre en confiance, il ne s'arrêtait pas tout de suite, il regardait sa montre pour leur faire croire qu'il était pressé, mais que finalement il voulait bien les prendre. Et donc, tout ça montre que derrière, il y a aussi cette dimension de recherche de victimes, d'appât et de recherche de comportements sexuels extrêmes et sadiques, en plus de l'élément de vengeance par rapport à sa mère. Entre mai 72 et février 73, Kemper va rouler et rouler encore entre les villes de Santa Cruz et San Francisco. Il tuera 4 autres étudiantes selon le même mode opératoire. Il les prend toutes en autostop, les décapite une fois assassinées et viole les corps. Puis, il les démembre et les disperse dans la nature afin de déjouer la police. Kemper, il a, dans sa méthode, réfléchi à retarder les moyens d'identification et d'affiner sa méthode par le démembrement, la tête, les bras, les mains, voire les dents, et voire même, lorsqu'il a utilisé une arme à feu, d'aller extraire de la tête de ses victimes la balle pour éviter d'être identifié et de faciliter le travail des enquêteurs dans les rapprochements. À cette même époque, et alors qu'il commet ses crimes à répétition, Kemper, qui est toujours en liberté surveillée, doit passer des tests psychologiques de probation. Il les franchit sans aucune difficulté. Son casier judiciaire est effacé le 29 novembre 1972. Dans le même temps, il continue de fréquenter le jury room et ses amis policiers, ce qui lui permet de savoir où en est l'enquête. En l'espace de 6 mois, Kemper a tué 6 autostoppeuses. Son mode opératoire est très bien rodé et rien ne semble pouvoir désormais l'arrêter. Pourtant, un mois plus tard, il met un terme à cette série de meurtres, décidant d'épargner les 2 nouvelles jeunes filles qu'il prend à bord de sa voiture. À la fin, quand j'ai pris ces 2 autostoppeuses, elles ressemblaient aux 2 premières, Marianne Pêche et Anita Luchessa, qui travaillaient à l'époque au Mills College. Et voilà ces 2 nouvelles filles de plus qui montent dans ma voiture. Nous avons remonté la 14e et nous sommes arrivés à la hauteur d'un grand échangeur routier avec la 580. Elles voulaient passer sous l'autoroute, faire demi-tour et reprendre l'autoroute dans cette direction-là. Et en prenant cette direction, je savais ce qui était arrivé quelques mois plus tôt sur la route de Pamela. J'avais tué Anita Luchessa et Marianne Pêche.
Le Mills College est dans cette direction au centre-ville. Elle n'était pas d'accord. Elle voulait aller dans cette direction-là. Je me suis dit, ne prends pas cette direction, et je ne peux pas leur dire pourquoi. Vous ne devriez pas prendre ce chemin. Le Mills College est par là. Non, nous savons où c'est par là que nous voulons aller. À ce moment-là, en approchant de l'embranchement, je leur dis non, nous devons nous mettre à droite, prendre l'autoroute et la direction du centre-ville. Et vous voulez prendre à gauche et vous approcher ainsi de votre propre mort. Parce que même si je prenais une autre route que celle de Pamela, au-dessus de la 580, même si je faisais demi-tour pour reprendre l'autoroute, il y avait un endroit là-bas, un cul-de-sac, une rue très calme qu'on pouvait rejoindre très vite, et là, elles étaient mortes. Il était urgent de ne pas y aller. Et si j'avais pris ce chemin, cela ne m'aurait pas encouragé à arrêter. Il n'aurait plus été question que je me teste. Mes armes étaient dans ma voiture quand elles sont montées. C'était exactement la même situation qu'avec les deux premières. J'étais terrifié à l'idée de les tuer. À ce moment-là, j'avais tué les autres étudiantes. C'était 2 mois après les 2 dernières. Et je voulais savoir si je pouvais résister, comme on arrête de boire ou de fumer. Elles étaient pétrifiées. Oh mon Dieu, nous n'aurions pas dû monter dans la voiture de ce type. Je leur ai répondu, restez calme, tout va bien, si je me trompe, je vous le promets, on fera demi-tour et on prendra alors la route que vous vouliez emprunter. Et je savais qu'après la prochaine sortie, on accédait directement au centre-ville. Croyez-moi, s'il vous plaît. Elles étaient transies, elles ne pouvaient plus bouger ni parler, leur visage était pétrifié. Je me suis dit, merde. Mes armes étaient sous mon siège, vous savez. J'ai rejoint l'autoroute et 2 sorties plus tard, j'étais au Mills College. Mais elle n'était pas plus rassurée. Elle refusait de prendre un chemin qu'elle ne connaissait pas. Ça les terrorisait. Mais elle ne savait pas que si j'avais accepté de prendre leur route, j'aurais probablement dit OK et j'aurais tué une fois de plus, j'aurais supprimé 2 vies supplémentaires. Je ne connaissais pas ces 2 jeunes femmes, je ne sais pas où elles en sont aujourd'hui. Elles ne se souviennent probablement pas de cet incident. Je les ai emmenées jusqu'au Mills College, à l'intérieur du Mills College, jusqu'à l'entrée du collège, exactement au pied de l'immeuble. Et elles sont sorties de la voiture et elles se sont engouffrées dans le bâtiment sans se retourner. Et elles ont dû refaire de l'autostop. Mais vous savez quoi? Je pense qu'elles ne se sont jamais doutées jusqu'à aujourd'hui de ce qui aurait pu leur arriver. Kemper a donc rompu son rituel. Tuer des autostoppeuses ne lui suffit plus. Il met cette fois un nom et un visage sur son besoin viscéral de meurtre. Depuis ce dimanche-là jusqu'au samedi d'après, pendant toute la semaine, je n'ai cessé de me répéter « Ma mère va mourir, je vais la tuer ». Le vendredi suivant, je suis rentré à Santa Cruz dans l'après-midi. J'ai bu jusque tard dans la soirée. Je me suis endormi jusqu'à ce que ma mère arrive et nous avons échangé nos derniers mots, sans nous disputer. Je suis allé la voir dans sa chambre pour parler avec elle. Je ne suis pas en train de me donner des excuses pour le meurtre. Je dis juste qu'il suffisait qu'elle me dise quelque chose, qu'elle me dise les bons mots pour arrêter toute cette merde. Le petit enfant que j'étais a ressurgi dans ma tête. Il fallait juste qu'elle me dise quelque chose et je stoppais tout. Je me souviens qu'elle lisait un livre, qu'elle l'a reposé et qu'elle m'a dit « Oh mon Dieu, tu ne vas pas rester toute la nuit à me parler ». D'habitude, dans les mêmes circonstances que cette nuit-là, j'aurais répondu « Non » et je serais parti. Elle aurait su qu'elle m'avait vexé et le lendemain, nous nous serions reparlé. Mais là, je savais que nous n'allions pas reparler. Je suis reparti dans ma chambre, je savais que je n'allais pas dormir, je me suis allongé 3 ou 4 heures. Il devait être environ 5 heures du matin quand je suis revenu avec un marteau. Je lui ai défoncé le crâne et je lui ai coupé la tête. Alors ce que fait Kemper sur sa mère, c'est évidemment tout à fait extrême. Hein. C'est un matricide, mais pas un matricide comme on le voit couramment, où en général les gens, quand ils tuent leurs parents, les tuent de façon plus normale, je dirais, où il n'y a jamais cette connotation sexuelle, il y a rarement des altérations sur le corps des victimes, et il n'y a surtout pas de décapitation. Donc on sent chez Ed Kemper le cumul et l'énorme expérience qu'il a avant ce matricide, de l'agression, de ses fantasmes sadiques avec démembrement, décapitation, de la haine extrêmement ancienne, remontant à ses plus jeunes années, contre sa mère, et du désir d'élimination totale de sa mère
avec cette conduite tout à fait étonnante et peut-être unique de viol du cadavre de sa mère démembré, donc après avoir lui donné la mort. Donc on sent bien qu'il y a le cumul de ce désir de vengeance extrême sur la mère, mais aussi tout ce passé d'érotisme sadique qui est là, et ce désir d'agression érotique aussi du cadavre de sa mère pour mieux l'anéantir en quelque sorte. Après avoir tué sa mère, Kemper assassine la meilleure amie de cette dernière qui travaille comme elle à l'université de Santa Cruz. Puis il décide de quitter la ville. Au début des années 70, la Californie, plus encore que le reste des États-Unis, vit sa grande période de révolution des mœurs et de libération sexuelle. Nous sommes en pleine époque du Flower Power et les jeunes femmes en particulier s'émancipent. Il est 16h, le 7 mai 1972, lorsque Marianne Pesch et Anita Luchessa font de l'autostop depuis la ville de Berkeley en direction de l'université de Stanford. Une voiture s'arrête, l'homme qui est au volant leur propose de les emmener à destination. Les deux étudiantes montent dans la Ford Galaxy. C'est la dernière fois qu'elles furent aperçues vivantes. Le 14 septembre de la même année, c'est au tour de la jeune Aiko Koo, 15 ans, de disparaître dans les mêmes conditions alors qu'elle se rend en stop à son cours de danse à San Francisco. Près de 4 mois plus tard, le 8 janvier 1973, Cynthia Schall disparaît sur la route de l'université de Santa Cruz. Près d'un mois plus tard, le 5 février, sur cette même route, c'est au tour de Rosalind Thorpe et Alice Liu de disparaître. En l'espace de 5 mois, Edmund Kemper, l'ogre de Santa Cruz, a frappé 6 fois. Stéphane Bourgoin est l'un des plus grands spécialistes mondiaux des tueurs en série. En 30 ans de carrière, il s'est entretenu avec une 60aine de tueurs à travers le monde. Nous sommes le 8 novembre 1991 lorsqu'il rencontre Edmund Kemper dans la salle d'interview de la prison californienne de Vacaville. L'homme qui se présente devant Stéphane Bourgoin est un colosse de 2,15 m et 130 kg. Il est alors âgé de 43 ans et purge ses 8 condamnations pour meurtre depuis maintenant 18 ans. Lorsque je rencontre pour la première fois Ed Kemper, c'est évidemment sa masse physique qui est impressionnante. Et lorsque je suis confronté aussi, même assis à sa masse physique, j'ai presque l'impression qu'il est debout face à moi alors que nous sommes tous les deux assis et séparés par une petite table qui doit faire à peu près 50 cm de distance. Et c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant. Les crimes ont d'abord eu lieu de mai à septembre. Du dimanche 7 mai au jeudi 14 septembre. Et puis ils ont repris à partir de janvier. Et puis en février. Et ça s'est accéléré. C'est monté en flèche. C'était pas cyclique, mais c'est arrivé de plus en plus souvent. Les 2 premières étudiantes que j'ai tuées sur Ashby Avenue, elles mesuraient moins d'1,60 m. Elles étaient plutôt petites. L'une avait les cheveux bruns, l'autre était blonde. Quand j'ai tué la première fille, j'étais sous le choc. J'étais terrorisé, rien n'allait. J'ai tout fait de travers. Je me suis comporté comme un idiot. Après avoir mis le corps dans le coffre, j'avais les mains pleines de sang et je me suis dit « Oh mon Dieu, je l'ai fait, je peux pas le croire, merde. Maintenant, je dois tuer l'autre. » Notre homme se livre facilement. Il n'a aucune difficulté à exprimer les horreurs qu'il a commises et qui malheureusement ne furent pas les premières. Edmund Emil Kemper III est né en 1948 à Burbank, une ville de la grande banlieue de Los Angeles. 9 ans plus tard, ses parents mettent fin à une relation houleuse et sa mère décide de quitter la Californie pour emménager avec ses 3 enfants dans le Montana. Helena, la capitale de l'État, ressemble à l'époque à une petite bourgade perdue au milieu des montagnes.
La famille Kemper emménage alors dans une de ces maisons modestes tout près du lac qui borde la ville. Le petit Ed, qui a 2 sœurs, est le 2e enfant de la famille. Ce qu'il va vivre dans cette maison va très vite s'apparenter à un véritable calvaire. Clarnell, sa mère, impressionnante par sa taille et rude avec son entourage, reporte alors sur l'unique présence masculine du foyer toute la haine qu'elle voue à son ex-mari. Les sœurs d'Edmund, qui le maltraitent elles aussi, auront leur chambre. Ed, lui, devra se contenter d'un lit de fortune dans la cave. Ma mère et mes sœurs montaient dormir à l'étage, où j'y allais moi aussi avant. Mais moi, je devais descendre à la cave. Allez expliquer ça à un enfant de 8 ans. C'est incompréhensible. Pourquoi moi, je devais aller à la cave? Je descendais en enfer et elle montait au paradis. La surface de la terre, c'était le salon. Et moi, je devais descendre et affronter des démons, des monstres, des fantômes qui me terrorisaient. Elle n'y était pas obligée. Il est obligé de dormir dans la cave où il n'y a absolument aucune fenêtre et où il y a une terrifiante chaudière à l'ancienne qui fait beaucoup de bruit et qui a 2 ouvertures. Et pour lui, la nuit, lorsque les flammes jaillissent au travers de ces ouvertures, il a l'impression que c'est les yeux du diable qui le regardent directement. Harold Cartwright est avocat. Commis d'office lors du procès de Kemper, il est alors enquêteur pour la défense. Il se souvenait de cette époque et il me la décrivait en détail. Il m'a dit alors que ça avait été la pire période de sa vie. C'est à cette époque que ses sœurs se moquaient de lui. Elles le rudoyaient sans cesse, elles le brimaient tout simplement. Et sa mère était une personne brutale. Jamais physiquement, mais selon lui, elle était très brutale avec lui. La mère du jeune Edmund l'humilie sans cesse. C'est aussi à cette époque qu'il développe ses premiers fantasmes morbides et qu'il les met peu à peu en application. À cette époque-là, rappelons qu'il est extrêmement jeune, il n'a que 5-7 ans. Il va commencer à commettre des actes de cruauté envers des animaux domestiques du voisinage. Des chiens et des chats disparaissent et on se rend compte, puisque sa mère découvre les corps momifiés de ces animaux dans le placard de la chambre de Ed Kemper. Les chiens et les chats sont décapités. Les pattes sont coupées. C'est aussi à cette époque qu'intervient un épisode dans l'enfance de Kemper que les spécialistes seront en mesure d'analyser des années plus tard. J'avais un pistolet de policier. Il était tout en métal, un calibre 5,5. Je l'avais eu à New York. J'étais allé là-bas un été avec mes cousins. Et quand je suis revenu, ça a rendu ma sœur jalouse. C'était ma sœur aînée. Elle détestait ce pistolet. J'avais ce jouet, pas elle. Elle aurait aimé l'avoir à ma place. L'après-midi, alors qu'on venait tout juste de rentrer de voyage, elle a commencé à se disputer avec moi pour une broutille. Et puis elle est devenue comme enragée. Elle m'a arraché mon jouet des mains. Je lui ai dit « ne le jette pas !» Et devant moi, elle l'a jeté par terre de toutes ses forces. Je l'ai ramassé, il était totalement cassé. Elle avait cassé mon pistolet. Il ne fonctionnait plus. Alors je suis allé dans sa chambre et je lui ai pris sa poupée. Une très jolie poupée qu'elle avait, comme toutes les filles ont. Il y avait une paire de ciseaux dans sa chambre. Il y avait aussi une machine à coudre. J'ai pris les ciseaux. J'ai arraché la tête de la poupée et je lui ai coupé les mains avant de lui jeter à la figure. Tu as cassé mon jouet, je t'ai cassé ton jouet. Voilà ce que j'ai fait. Même si cet épisode ne fait pas forcément d'un enfant un futur tueur en série, il n'empêche. C'est un geste lourd de sens que Kemper reproduira sur les corps de la plupart de ses victimes. Jean-Pierre Bouchard est un des plus grands spécialistes français de la question des tueurs en série. Il a étudié des dizaines de cas comme celui d'Edmund Kemper.
Alors, le fait que soit arrivé cette chose où il décapite la poupée de sa sœur par vengeance et lui coupe les membres, c'est quelque chose que l'on retrouvait déjà dans la psychologie d'Ed Kemper, où déjà il fantasmait là-dessus. Et à partir du moment où c'est un fantasme qu'il aime bien, c'est quelque chose qu'il va remettre en scène plus tard, qui va rester dans sa tête, qui va développer, qui va compliquer, et hélas, qu'il va agir, qu'il va passer à l'acte avec ça, sur certaines de ses victimes. Alors c'est tout le problème des fantasmes précoces, là aussi, qui se développent, les fantasmes étant quelque chose d'imaginaire, qui quelquefois peut prendre une coloration sexuelle et qui va être recherché pour exciter mentalement ou sexuellement la personne en question, donc il va les développer et peut être le mobile de passage à l'acte important sur de futures victimes. Par la suite, il ne se passera pas de jour sans que le jeune Kemper ne développe des jeux morbides avec ses sœurs. Ed Kemper, lorsqu'il a à peu près une dizaine d'années, joue avec ses deux sœurs à des jeux totalement morbides, notamment un jeu de la chaise électrique et de la chambre à gaz. Et Ed Kemper va attacher ses deux sœurs sur un lourd fauteuil, les ligoter pour faire croire qu'elles vont être exécutées sur la chaise électrique. Frédéric Balland est psychologue et a longuement collaboré avec la police judiciaire parisienne sur des cas de tueurs en série. Ils ont joué à la mort, ils ont joué à certains jeux de destruction de l'autre. Ce qui est venu très tôt en fait dans sa vie, certainement sur un mode défensif. Détruire l'autre, c'est pouvoir exister. Sinon, comment exister par rapport à une mère qui le maltraite, qui fait de lui quelqu'un dont l'existence est détestable, dont on veut nier l'existence en le faisant dormir dans la cave. Les mois et les années passent à Helena, et dans la maison familiale, le petit Edmund rêve à ce père absent dont les souvenirs trop lointains le hantent. De son côté, et malgré son aversion pour les hommes, Clarnell, sa mère, se remarie, et le tout nouveau beau-père d'Edmund l'emmène régulièrement pêcher près du barrage qui surplombe le lac d'Helena. Pour la première fois de son existence, Kemper ressent une pulsion de mort, l'envie irrésistible de tuer cet homme qui n'est pas son père. Edmund ne passera pas à l'acte cette fois-ci, pas plus qu'il ne le fera sur sa propre mère qui continue de l'humilier et qu'il déteste de plus en plus. Je pense que le meilleur côté de mon caractère, ça a été de résister à cette sorte de pression que ma mère m'a imposée quand elle faisait tout pour que je devienne ce qu'elle appelait un bon enfant. Je serais devenu fou si j'avais été l'enfant qu'elle souhaitait. Je ne suis donc pas devenu cet enfant-là. D'une certaine façon, comment dire, j'ai résisté à ma mère. Kemper, qui ne peut donc plus supporter sa mère, décide alors de partir. Direction la Californie. Il a alors un seul but en tête, rejoindre son père. Mais le jeune Kemper va subir une déconvenue supplémentaire. Je ne suis allé là-bas qu'une seule fois, mais j'ai dû partir. On était allé là-bas pour Noël chez mon père à Los Angeles, mais après, il a fallu que je parte. J'avais de grosses frictions avec mon demi-frère et ma belle-mère. On a eu des problèmes. Je ne les intéressais pas, ils ne m'aimaient pas, ils s'étaient construit une nouvelle vie et moi, j'étais désespéré parce que je n'avais jamais eu la présence d'un homme à mes côtés. Je voulais que mon père m'aime, je voulais qu'il me le prouve, je voulais sa reconnaissance. Mais après, ça a très mal tourné. On s'est beaucoup disputé et il n'a pas voulu me prendre avec lui. Il a décidé de se débarrasser de moi. J'appartenais à son ancienne famille. Je n'étais plus rien. Le jeune Ed est rejeté de toutes parts. Ses parents décident de le confier à ses grands-parents maternels établis dans la lointaine campagne californienne aux abords du parc de Yosemite. Kemper et son père ont fait le trajet en voiture pour rejoindre le village de North Fork. C'est dans cette maison qu'Edmund Kemper va être hébergé quelques mois et c'est ici qu'il va commettre pour la première fois l'irréparable. À l'époque des faits, Richard Verbrugge est inspecteur de police spécialisé dans les affaires criminelles. Il sera l'un de ceux qui, des années plus tard, arrêteront Kemper. Sa grand-mère était une femme très très dure. Elle le rendait furieux parce qu'elle faisait des choses qu'il aurait voulu faire.
En revanche, il estimait que ce qu'elle lui donnait à faire, c'était des occupations de bonne femme. Elle ne me laissait jamais rien faire seule, elle ne me laissait jamais prendre des initiatives. J'ai développé un fantasme quand je pensais à elle, une envie de la tuer. Mon fantasme de décapitation a commencé à ce moment-là. C'est là qu'il s'est mis en place. Un jour, il tua sa grand-mère. Et quand son grand-père fut de retour, il savait que cela allait mal tourner. Du coup, il tua son grand-père. Après avoir tué ses grands-parents, Ed Kemper appelle alors sa mère pour la prévenir de ce qu'il vient de faire. Étant encore mineur, il n'a pas 15 ans, Kemper n'ira pas en prison. Il est interné à l'hôpital psychiatrique d'Atascadero en Californie le 6 décembre 1964. Il va y rester un peu plus de 5 ans. À l'époque, ni les médecins, ni les autorités ne détectent la marque d'un tueur qui récidivera un jour ou l'autre. À cette époque-là, les tueurs en série n'étaient pas connus. On avait très peu étudié ce genre de phénomène. On ne savait pas comment il fonctionnait exactement. C'était les débuts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de tueurs en série auparavant. Ça veut dire juste qu'on ne les avait pas étudiés, qu'on ne les avait pas forcément interpellés. La personnalité de Kemper sera évaluée et les psychiatres se tromperont de diagnostic, le déclarant schizophrène paranoïde. S'il a été diagnostiqué comme schizophrène paranoïde, ça veut tout simplement dire qu'il aurait été psychotique, il aurait été délirant, il aurait été halluciné, ce qui n'est pas le cas d'Ed Kemper. Il est absolument pas délirant, il est absolument pas psychotique, il n'est pas halluciné, il n'est pas schizophrène paranoïde. Donc c'est une erreur de diagnostic très importante, étonnante même, tellement elle est énorme. Et Ed Kemper, on le voit bien, n'est pas quelqu'un qui délire, au contraire, c'est quelqu'un de très organisé, d'intelligent, mais qui a des mobiles très particuliers qui ont pris racine dans son passé familial, lui aussi très particulier. Retour en Californie le week-end de Pâques 1973, où Edmund Kemper vient d'assassiner sauvagement sa mère et la meilleure amie de cette dernière. À la même époque, certaines parties de corps des 6 étudiantes qu'il a assassinées quelque temps plus tôt et qu'il a jetées à la mer sont revenues avec le courant sur la plage de Santa Cruz. La police est sur les dents. Kemper, qui se sent alors cerné, prend peur et décide de s'enfuir. Il quitte la Californie et roule jour et nuit avalant des pilules pour lutter contre le sommeil. Trois jours plus tard, il atteint la ville de Pueblo, dans l'État du Colorado. Épuisé de fatigue, il stoppe alors sa voiture dans cette station-service et fait rarissime chez les tueurs en série, il décide finalement de se rendre. Il tente alors de joindre par téléphone l'une de ses connaissances de la police de Santa Cruz pour lui avouer ses crimes. Je lui ai demandé de me dire ce qu'il avait fait. Il m'a répondu qu'il avait tué sa mère et son ami. Alors, j'ai fait durer la conversation avec lui pour essayer de le localiser. Dans le même temps, j'ai contacté un collègue de travail, Mickey Aluffi. J'ai reçu l'appel vers 5 heures du matin. Il m'a dit que M. Kemper avait décidé de se rendre et qu'il appelait d'une cabine située à Pueblo, dans le Colorado. Qu'il avait tué sa mère et une autre femme, plus tous les homicides sur lesquels on enquêtait. Mickey Aluffi décide alors de se rendre à Aptos, dans la banlieue de Santa Cruz, chez la mère de Kemper. On a cherché dans la maison et on a trouvé les corps dans la salle de bain de sa mère. Et puis on est sorti et on a procédé au relevé des empreintes sur la scène de crime. Alertés immédiatement par Jim Conner, une fois Kemper localisé dans la ville, les policiers de Pueblo procèdent à son arrestation. Mickey Aluffi et Richard Verbrugge font alors le voyage à Pueblo pour récupérer Kemper. Sa déposition fut très complète. Il a tout avoué. Il se souvenait de tout. On n'a pas procédé à un interrogatoire extrêmement fouillé. On voulait juste savoir quelles étaient les personnes qu'il avait tuées. Et c'est essentiellement ce qu'on a fait.
Il a parlé des différentes filles qu'il avait tuées. Il a parlé du meurtre de sa mère et de la meilleure amie de celle-ci. Kemper est donc très coopératif. Et pendant tout le voyage de retour qui dure 3 jours, il continue de parler. De retour à Santa Cruz, il accepte même de montrer aux enquêteurs où il a caché les corps de ses victimes. Kemper sera également très coopératif lors de son procès qui s'ouvre le 25 octobre 1973, se montrant prolifique, même sur les pires détails, sans que sa voix ne trahisse la moindre émotion. Comme lors de l'interview accordée à Stéphane Bourgoin 18 ans plus tard, Kemper est intarissable dès qu'il s'agit de parler de lui et de ce qu'il a commis. Le cas Kemper, à ma connaissance, est un des cas uniques où quelqu'un délivre tout d'un coup le besoin de se soulager. L'esprit de détail que certains tueurs en série peuvent avoir, c'est pour moi une sorte, je m'excuse du terme, d'équivalent masturbatoire, où ils sont là à se faire plaisir à eux-mêmes, à circuler en boucle, et en plus, bon, ce sont des sujets qui deviennent célèbres, enfin qui sont dans une véritable apparence, et je pense que face à l'autre, ils ont la jouissance de les rendre mal à l'aise, de les importuner, de leur montrer que eux ont un plaisir, et ils jouissent comme un exhibitionnisme du malaise qu'ils repèrent dans le regard de l'autre, qu'il domine à ce moment-là. Edmund Emil Kemper coopéra avec la police sur ses crimes. Il est l'un des tout premiers cas de tueurs récidivistes à avoir été étudié par le FBI pour mettre au point les techniques de profilage permettant de traquer ce genre de criminels aux États-Unis. Mais après 35 ans passés derrière les barreaux, une question demeure, valable pour tous les autres cas de tueurs en série. Ed Kemper serait-il encore susceptible de tuer? Quand quelqu'un a fait le genre de choses qu'Ed Kemper a fait sur des personnes innocentes, il ne les connaissait pas, il ne les avait jamais rencontrées, elles étaient comme des étrangères qui sont passées dans sa vie. Vous ne devez jamais laisser une personne comme ça sortir de prison. Parce que vous ne pouvez absolument pas prendre le risque que ce qui s'est produit une fois puisse recommencer. Donc, non, je ne veux pas revoir Kemper dans la société, et pourtant, je l'ai défendu. Sur la période 1900-2000, 298 cas de tueurs en série, les 298 cas libérés ont récidivé. Un jour, il ira